Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Alors je suis auteur de bande dessinée depuis 3-4 ans déjà, 4 ans. J'ai publié notamment une série qui s'appelle L'homme le plus flippé du monde sur Instagram, qui m'a fait un petit peu connaître, on va dire, de mon public. Bonjour Théo Grosjean. Bonjour. J'aime bien L'homme le plus flippé du monde, un petit peu connu par mes followers. T'en as combien, 200 000 ? Presque 200 000, ouais, mais pas encore. Dans cet homme le plus flippé du monde qui t'a fait connaître, on va revenir après sur ton parcours, mais tu racontes en fait ce que tu es, c'est-à-dire atteint d'un syndrome d'angoisse généralisée. Ça raconte juste des petites anecdotes d'angoisse quotidienne, plus ou moins handicapantes. Et oui, en fait, c'est après, effectivement, moi j'avais été diagnostiqué d'un syndrome d'anxiété généralisée, donc c'est un diagnostic qu'on fait souvent à des patients ou des patientes qui ressentent une angoisse telle que ça leur gâche un peu la vie. Ça les oblige en fait à préméditer un petit peu tout ce qui se passe, à avoir toujours. En fait, c'est une espèce. Enfin, moi, je résume ça comme une théorie de la conspiration, mais contre soi-même, en gros. Tout le monde t'en veut. C'est ça, exactement. Et à quel moment tu te dis, je vais en faire un compte Instagram ? En fait, ça vient assez simplement quand j'ai. En fait, c'est assez progressif, c'est-à-dire que j'ai longuement réfléchi le projet, mais je n'avais pas trouvé la forme encore. J'avais déjà d'ailleurs créé un blog quand j'étais en école d'art, donc autour de 2012, qui racontait un petit peu mon anxiété, mais que personne ne lisait, à part moi et ma maman. Donc voilà, j'avais déjà testé un petit peu de faire des blagues sur ce sujet-là, de raconter un peu ce sujet. Et puis en fait, alors ça peut paraître un peu anodin, mais quand Instagram a eu une mise à jour qui permettait d'avoir 10 slides dans un même post, ça a défini le format de ma BD. Et c'était pas forcément un projet qui avait l'ambition qu'il a aujourd'hui, entre guillemets, dans le sens où j'avais prévu par exemple d'en faire peut-être que 10, 15 épisodes, selon si ça allait marcher ou pas. Je m'étais dit je verrai si je continue. Parce que toi, t'as toujours rêvé de faire de la BD, c'est-à-dire depuis tout petit, À l'école primaire, je commençais déjà à faire un peu de la BD sérieusement, genre j'avais des classeurs avec des pages de BD classées, comme bien organisées pour que ça soit publiable, dans mon esprit d'enfant. Et j'imaginais donner des interviews d'auteurs, voilà. Disons que je rêvais plus de ça que d'être un rappeur ou un astronaute ou quoi. Donc je pense que oui, ça a du sens. Peut-être aussi qu'avec cette anxiété, c'était une forme de refuge finalement, le dessin et... Aussi oui, oui. Alors, c'est vrai que moi j'étais pas du tout... J'entends souvent dans les interviews ce truc des gens qui disent qu'ils dessinaient pour impressionner les filles ou quoi, et c'est vrai que moi j'ai pas du tout ressenti cet effet là, je l'ai pas cherché non plus particulièrement, mais c'est vrai que les gens s'en fichaient complètement de mes dessins. C'est peut-être que j'avais pas des dessins très impressionnants, mais personne ne s'intéressait à mes trucs, je dessinais juste vraiment dans mon coin pour moi, et personne ne remarquait que je dessinais en fait, quasiment. 18 ans du coup, études d'image, tu vas à l'école Émile Cole à Lyon, t'as une BD en plus qui va sortir très vite, Un gentil orque sauvage, donc est-ce que c'est vraiment ce moment-là où très vite tu bascules dans le dessin professionnel ? Je sentais bien qu'il me manquait des bases de dessin quand je suis rentré, et du coup j'avais envie quand même de suivre un parcours artistique qui consolide un peu mes bases de dessin, et l'école m'a apporté ça, clairement. J'ai beaucoup travaillé, j'ai été vraiment très très scolaire entre guillemets, ce qui était assez dingue, sachant que j'avais jamais été scolaire dans ma vie et que j'étais plutôt un cancre habituellement. Et là, pour le coup, je m'étais vraiment focalisé sur ça. Il faut se dire que le simple fait d'imaginer que j'allais dessiner toute la journée, c'était vraiment incroyable, quoi. Genre, pour moi, c'était surréaliste. Genre, j'avais l'impression d'être dans Harry Potter quand les héros découvrent qu'ils vont faire de la magie toute la journée. Voilà, pour moi, c'était le même sentiment, quoi. Et du coup, ça aurait pu être un peu n'importe quelle école. Je pense que ça m'aurait juste plu de me dire que j'allais dessiner toute la journée. Très vite, tu décides de publier sur Instagram ces posts-là, parce que c'est assez contre-intuitif de se dire je suis quelqu'un de timide et je vais finalement exposer ma timidité et tout ce qui va avec et toutes les scènes du quotidien sur un réseau social. Mais en fait, je pense que je suis pas vraiment timide, je suis plus introverti que timide, c'est un petit peu différent je pense, mais je suis pas spécialement timide, genre par exemple, je suis pas très pudique avec mes émotions. Ouais. J'ai pas de mal je parle tout le temps de mes angoisses, même avec des gens que je connais pas très bien, jusqu'à les mettre mal à l'aise d'ailleurs. Et puis aussi, je pense que c'est lié au fait que c'était une période, quand j'ai commencé à lancer la BD, c'était une période où je venais de traverser une période vraiment difficile, où l'anxiété avait vraiment pris le dessus sur ma vie.
Et du coup, c'était un peu une nécessité aussi J'avais envie sincèrement de savoir si ça allait résonner dans le vécu de d'autres gens. Et du coup, c'était presque un peu une pulsion, entre guillemets, plus qu'un truc... je me posais pas trop de questions en fait. Et puis après aussi à la base j'avais très peu de followers en fait, donc je m'attendais pas forcément à ce qu'il y ait autant de gens qui suivent le projet. Ces posts se retrouvent publiés dans un livre. Vient Le Spectateur. En fait j'ai travaillé Le Spectateur et L'Homme le fait du monde en parallèle. C'était pas forcément voulu, mais je pense que c'était pas mal parce que ça me permettait de traiter d'un même sujet mais avec des angles très différents. Et j'avais la liberté dans Le Spectateur de vraiment expérimenter un récit plus libre sur le sujet. Et après, j'avais l'endorphine des posts Instagram qui permet de se sentir bien et aimé par sa communauté. Alors, Ce Spectateur, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Samuel, qui assiste un peu impuissant à tout ce qui se passe, qui n'a pas une vie très amusante, et qui assiste à tout ça, qui ne parle pas. Alors, on ne sait pas vraiment s'il est muet ou en tout cas il n'arrive pas à parler. Et tu prends le parti de nous situer, nous, en tant que lecteurs, de son point de vue à lui. C'est-à-dire qu'on est, entre guillemets, dans ses yeux. Je trouvais ce sentiment extrêmement fascinant et un peu glauque aussi, d'une certaine façon. Qui est justement le sentiment d'être spectateur de l'existence et d'avoir ce recul un petit peu qui donne le sentiment de ne pas pouvoir vraiment s'approprier son environnement. Et j'avais envie d'en faire une bande dessinée depuis longtemps, mais je cherchais un moyen de l'exprimer sans que ça passe par des textes en voix off qui expliquent que le personnage se sent spectateur de sa vie, etc. etc. Et donc j'ai trouvé l'idée d'un point de vue subjectif qui permette de rendre la lectrice ou le lecteur spectateur de la bande dessinée. Et puis aussi ce que je trouvais intéressant, c'est que donc, le personnage de Samuel, il a ce sentiment d'être incapable de modifier le cours de sa vie. Et en fait je trouvais ça intéressant que le format de la bande dessinée soit lui-même un format fermé. C'est pas comme un jeu vidéo où on a des choix ou des illusions de choix. Là il y a vraiment... un fil qu'on doit suivre. La seule action qu'on a sur le livre, c'est de tourner la page. Et voilà, en fait, tout ça, ça part effectivement d'un sentiment réel. Évidemment, j'étais pas comme Samuel, c'est beaucoup de fiction aussi, mais en tout cas, j'ai toujours eu ce sentiment que j'avais du mal, surtout quand étant petit, à rentrer dans les conversations et que je me retrouvais toujours un peu comme ça, à regarder, à observer. Et ça m'angoissait un peu ce sentiment-là. Et du coup, dans le récit, Samuel... s'exprime par le biais de dessins qu'il fait un peu des dessins très spontanés en fait qui sont une sorte d'art abstrait entre guillemets. C'est le seul moyen qu'il a d'exister au monde. Tu accentues aussi l'effet graphique pour que nous on soit enfermés. Oui, en fait l'idée du gaufrier après ça m'est venu c'était pour moi c'était vraiment une évidence dans le sens où vu que c'est de la vue subjective, je trouvais ça assez étrange de changer le format des cases parce que du coup pour moi il faut se faire oublier du lecteur dans le sens où on ne doit pas donner l'impression que c'est une bande dessinée. C'est le moment où on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Est-ce que t'es prêt ? Ouais. La première BD que tu as lue ? Ça doit être Astérix et Obélix. C'est une des premières BD qu'il y avait chez moi avec Tintin. Et la première BD que j'ai lue, je pense que c'est effectivement Astérix et Obélix. Alors laquelle, je sais pas exactement. La meilleure BD de tous les temps ? Pour moi, c'est... Alors j'hésite un peu entre Jimmy Corrigan et Rusty Brown de Chris Ware. Je trouve que c'est peut-être même un peu Rusty Brown qui est encore plus maîtrisé dans la forme. Peut-être parce qu'il avait déjà expérimenté sur Jimmy Corrigan. Pour moi, c'est vraiment la meilleure BD dans le sens où c'est la BD qui a poussé le plus loin le concept de bande dessinée. Fut un temps, on réfléchissait à la BD comme un supplément au cinéma ou à la littérature. Jimmy Corrigan, pour moi, c'est l'aboutissement de ce qui montre que la bande dessinée est autre chose que ça. La plus belle couverture BD ? Peut-être... Alors, je sais pas si c'est vraiment la plus belle couverture de BD, mais en tout cas, c'est une couverture de BD d'un album qui m'a beaucoup marqué récemment, que j'aime beaucoup. C'est Les Intrus d'Adrian Tomine. Alors, je sais pas trop si c'est parce que j'ai adoré l'album et que du coup, ça m'influence pour ce choix-là, mais je trouve la couverture... c'est une couverture très sobre, en fait, avec juste une maison vide. Ça commence à évoquer l'idée de l'intrus dans le récit dans ces petits récits qu'il a créés qui pour moi sont un des plus gros coups de cœur que j'ai eu ces derniers temps. Et la plus belle case de BD ? Encore plus précis. Alors c'est pareil, je sais pas si c'est la plus belle case de BD, mais pour moi c'est une des cases les plus émouvantes. C'était la case du dernier tome de la série Donjon de Sfar et Trondheim. Il y a un tome qui conclut la grande chronologie. Si je me souviens bien, c'est une succession de cases du temps qui passe avec les restes du donjon et la nature qui pousse autour des restes du donjon.
Et c'est vraiment très émouvant quand on met en perspective avec l'œuvre entière de Donjon. Ton personnage de BD préféré? Je pense que c'est Jimmy Corrigan, parce que du coup c'est vrai que c'est un personnage auquel c'est un peu un personnage auquel je m'identifie, parce que c'est un personnage qui est vraiment perdu, très, très anxieux, très, très seul. Et en fait, on va tellement en profondeur dans sa psychologie que, en fait, pour moi, c'est un des meilleurs personnages de fait, parce qu'on a l'impression d'être vraiment rentré dans sa psyché. Et je pense que c'est un des personnages les plus poussés qui existent en bande dessinée. Ton personnage de BD détesté? C'est dur. Alors j'aime bien cette BD. C'est la BD Achille Talon, le personnage du voisin, mais il est vraiment insupportable comme personnage et je l'ai toujours trouvé qu'il est un petit peu répétitif. En fait, je le trouve il est pas assez profond, je trouve. Tu dessines dans le calme ou en musique? Dans le calme pour l'écriture et en musique pour l'ancrage et la mise en couleur en général. Couleur ou noir et blanc? Noir et blanc. Et pour finir, est-ce qu'il y a un auteur ou une autrice que tu nous conseillerais et qu'on ne connaîtrait pas forcément? Je vais parler de... Alors, je suis concerné personnellement, mais ma copine dessine, j'admire énormément son dessin. Là, elle a récemment dessiné une bande dessinée... elle a illustré une bande dessinée, qui s'appelle Amanda Spark. C'est une bande dessinée jeunesse qui est très très bien illustrée. Et c'est quelqu'un de très très talentueuse, je dis pas ça parce que c'est ma copine, mais vraiment je le pense. C'est une des premières personnes qui m'a influencé dans la bande dessinée aussi, parce que je regardais ses planches quand on était à l'école et j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait, donc voilà, j'espère qu'elle va un jour faire une BD elle-même et que ça sera sûrement excellent. Et son nom? Oriane Buis. Merci Théo Grosjean. Merci à vous. Et nous on passe à notre coup de cœur de la cité. Coup de cœur de la cité porté aujourd'hui par Aurélie Delino, bibliothécaire. De quoi as-tu décidé de nous parler? Aujourd'hui, je vous parle de Celle qui parle, qui est sortie donc à la collection Grand Angle chez Bambou. Cette histoire se passe au XVIe siècle, dans un Mexique qui est sous domination aztèque et qui est habité par différents clans aux coutumes et aux dialectes différents. On va suivre Malinali, qui se retrouve vendue comme esclave aux Mayas, puis aux Espagnols. Elle va être baptisée Dona Marina. Son père a été tué par les Aztèques et sa sœur a aussi été enlevée par les Aztèques. Tout ça, ça va la conduire en fait à prêter main forte à Cortés dans la conquête de la capitale mexicaine. Donc elle lui servira d'interprète mais aussi de conseillère et elle va lui donner un fils. Tout ce que je viens de vous dire là en fait c'est une histoire vraie et en fait c'est l'histoire de la Malinche qui est une figure majeure et controversée de la culture sud-américaine qui est tout à la fois accusée de trahison pour son propre peuple mais elle est aussi considérée comme en fait la mère du Mexique moderne et elle a inspiré de nombreux mouvements féministes dans le Mexique des années 1960. Et Alicia Jaraba, qui est une autrice espagnole, elle nous livre ici donc son premier scénario, extrêmement efficace. Elle prend le parti de se mettre dans l'esprit d'une jeune fille et moi c'est ce que j'ai particulièrement apprécié. On est donc là sur en fait une biographie féministe et fictionnée et une ode au pouvoir des langues. Et moi j'ai tout particulièrement aimé le fait que chaque moment clé de l'évolution du personnage est rythmé par une rencontre avec une autre femme autour de l'arrivée des règles ou d'une grossesse. Donc en fait, l'autrice a choisi d'utiliser des symboles forts pour marquer l'évolution de cette jeune fille. Quant au dessin, c'est une magnifique surprise. La plume est fine avec des petites hachures, les visages sont expressifs sans être trop réalistes. Et le tout est teinté par une palette pastel extrêmement bien dosée. On redonne les références? Tout à fait, Celle qui parle chez Grand Angle, Bambou. Neuvième art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.